j'espère que vous allez bien. Bienvenue. Hier c'était donc notre fête, mon homme et moi. Donc nous sommes depuis 22 ans ensemble. Oui, oui, oui. Euh, Ça paraît fou comme ça. Et puis en fait, oui, j'aurais jamais cru rester avec quelqu'un 22 ans. Enfin, j'avais même pas idée de ce que ça pouvait représenter à l'époque quand je me suis engagée dans cette relation avec mon homme. Euh, Vraiment, vraiment, j'en avais vraiment aucune idée. Oui, j'avais vu mes parents, puis je voyais mes parents mariés depuis un certain nombre d'années, à cette époque-là déjà. Puis c'était très courant encore de voir des gens mariés qui restaient ensemble, ou en tout cas des conjoints, même s'ils n'étaient pas forcément mariés, rester ensemble de nombreuses années. En tout cas, dans mon entourage à moi, c'était ma norme. C'était ma norme. Et puis, oui, j'avais envie d'une relation durable, d'une relation stable, d'une relation qui soit solide. Mais comment faire? J'en avais aucune idée. Très clairement, j'avais l'impression que ça allait venir comme ça. En tout cas, je sortais de deux relations douloureuses. Euh, oui, j'étais jeune, c'est vrai. Et je suis toujours dans ma tête, dans mon cœur, dans mon âme, tout le temps. On est toutes et tous jeunes. Mais qu'est-ce qui faisait les fondements solides d'un couple à ce moment-là, concrètement? J'en avais aucune idée. Dans quoi je m'embarquais, j'en avais aucune idée. Mais j'ai eu le temps d'analyser toutes ces années durant ce qui avait fait que mon couple durait, ce qui avait fait la différence avec mes relations précédentes, ce qui faisait la différence peut-être par rapport à ce qu'on me racontait, des copines me racontaient, des clientes me racontaient, ce que j'entendais autour de moi. Puis je vous partage là, moi, mon analyse de mon expérience. C'est ma vérité à moi. C'est celle que je transmets à mes clientes parce que c'est mon expérience, puis je ne peux parler que de ce que je connais à plusieurs niveaux, donc je vous la transmets comme ça. Alors, de ce que j'ai fait comme analyse, en fait, c'est plusieurs choses. D'abord, j'avais, quand on s'est rencontré avec mon mari, en fait, donc je sortais de relations douloureuses, j'avais pas vraiment envie de rentrer dans une autre relation, mais j'avais une vision du couple, et cette vision-là, elle était solide. Je savais que ce qui avait fait que ça n'avait pas marché dans les deux relations précédentes, puis surtout dans la première où j'étais vraiment très très amoureuse, bien ça tenait à moi en fait. Ça tenait à moi dans ma façon de gérer mes propres blessures, mes propres croyances, de me respecter, puis de savoir qui j'étais et qu'est-ce que je voulais vraiment. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, j'avais des blessures, puis on en a tous, toutes, hein, ne se le cachons pas. À ce moment-là, j'avais aucune idée de ce que c'était exactement. J'avais pas fait tout un parcours, un chemin de reconnexion à moi. J'en étais encore loin, j'avais encore plein plein de choses à vivre, pas très sympas. Et pourtant, j'en avais déjà vécu des pas très sympas. Mais ce qui est intéressant à noter, c'est que les deux relations précédentes, donc qui avaient forgé mon idée du couple, en tout cas dans ce que j'ai vécu, n'étaient pas du tout dans mes valeurs et dans les croyances fondamentales que je voulais pour mon couple. C'est-à-dire que je ne m'y retrouvais absolument pas. Et je m'étais laissée embarquer
parce que finalement, je m'étais laissé choisir. Puis je répète ça parce que c'est très important en fait. Je m'étais laissé choisir. C'est très différent du moment où je suis entrée dans la relation avec mon mari, où au contraire, je l'avais choisi. Mais je ne l'avais pas choisi selon son physique, selon des caractéristiques qui peuvent paraître souvent de prime abord hyper importantes. Je l'avais choisi en fonction d'une analyse que j'avais fait quand même au final et qui était fondée sur mes valeurs profondes et l'observation que j'avais fait de la résonance de mes valeurs chez mon conjoint, mon futur conjoint, à la fois dans la manière dont il les faisait transparaître et dont il les vivait. Ça veut dire que j'observais à la fois ce qu'il disait, comment il voyait la vie, quelle était sa vision de la vie, quelle était sa vision du couple, mais pas du tout sur des questions qu'on abordait sous cet angle-là, pas du tout. C'était vraiment dans quelque chose qu'on finalement on avait apporté dans de l'informel, parce que finalement on se connaissait pas vraiment avant qu'on sorte réellement ensemble. Ça faisait 3 mois qu'on se connaissait, mais on s'était vus dans différentes conditions et sans le vouloir, sans le chercher, malgré tout, on avait échangé sur plein de choses, à la fois des domaines sérieux, à la fois des domaines non sérieux. Mais j'avais repéré, au fond de moi, quelque chose qui résonnait très fort, comme on est sur la même longueur d'onde. Et en même temps que je repérais ça, j'observais ses comportements pour voir s'ils étaient en cohérence avec ses paroles, puis ce qu'il émettait, mais pas forcément avec moi, avec les gens qui étaient autour de nous. Puis ça, c'est quelque chose qui est naturel chez moi, d'observer les cohérences ou les incohérences entre ce que les gens disent et ce que les gens font. Mais dans le domaine amoureux, avant lui, je ne l'avais pas mis en pratique de manière concrète parce que j'étais guidée par mes émotions, j'étais guidée par mes sensations. Il faut bien le dire, j'avais, dans le premier cas, dans la première relation très importante pour moi, ça avait été une attirance chimique, puis vraiment chimique, parce que chaque fois qu'on se voyait, c'est mon corps qui était genre en ébullition, son odeur, enfin tout en fait, c'était vraiment très très... je sais pas si ça vous a déjà fait ça, mais vous me direz dans les commentaires. Mais c'était vraiment comme quelque chose, je mets vraiment le mot chimique dessus, parce que mon corps entier en fait était attiré par tout ce qu'il était, par tout ce qu'il représentait. Puis en même temps, il avait l'air quand même d'avoir des valeurs communes, mais il y avait des comportements qui n'étaient pas cohérents avec, en tout cas, ce qu'il dégageait, ce qu'il disait et ce que moi je ressentais, ce que je percevais en fait. Puis la communication n'était pas forcément notre fort à tous les deux en ce moment-là. On était vraiment dans des blessures en résonance commune, je pense. Puis moi, du coup, j'avais pris l'habitude, de par des situations d'enfance un peu difficiles, où je m'étais fait rejeter, où j'avais été humiliée, ou tout ça, le fait qu'on s'intéresse à moi d'une manière très personnelle, mais j'avais déjà eu des expériences de ce genre-là, mais ça n'avait jamais été aussi intense et ça n'avait jamais résonné de cette manière-là. Et ça m'a fait vraiment me sentir attirée par lui. Et
Donc je me suis laissée conduire en fait dans cette relation-là, dans laquelle finalement on n'avait pas de vision, ni pour chacun de nous, ni pour un ensemble, tous les deux. Ce qui fait que finalement ça a mené nulle part, si ce n'est qu'on s'est fait souffrir tous les deux. Puis dans la deuxième relation importante, juste après, même chose, j'étais pas attirée du tout. Là, vraiment pas. Il y avait comme quelque chose au fond de moi qui disait, je le sens pas. Vaudrait mieux pas, en fait, que j'aille dans cette relation-là. Je la sens vraiment pas, cette relation-là. Mais j'étais dans un entourage d'amis, de copains, qui étaient vraiment pas là-dedans. Puis pour eux, une relation, c'est allez, viens, on y va, on est jeune, on s'amuse, on s'en fout, il n'y a pas de conséquences. Puis moi, j'étais pas vraiment dans ce type de relation-là. Enfin, ça m'intéressait pas. Vraiment pas. C'est pas quelque chose qui m'intéressait de juste avoir une relation. Voilà. Après, je juge personne, effectivement. Si pour vous, c'est effectivement votre cas, c'est ok. Il n'y a vraiment aucun jugement là-dedans. Mais pour moi, dans ma vérité, dans ma vision de la vie, de ma vie, du couple, j'avais vraiment une relation, une vision de la relation à long terme, stable, de confiance, d'authenticité, d'honnêteté, d'intégrité, on y va main dans la main, quoi, on y va en confiance, en conscience. C'était pour moi quelque chose de vraiment très fort. Mais j'en avais pas tout à fait conscience encore là, j'avais pas mis tout en mots, en concept. Voilà. Je m'étais laissée embringuée dans cette relation-là que je ne sentais pas, dans laquelle je ne pouvais pas m'investir parce que j'étais pas amoureuse, je me sentais pas forcément bien, mais je me suis laissée choisir. Je me suis laissée choisir. Puis assez dire de ce garçon-là, j'étais formidable. C'était ma première demande en mariage d'ailleurs. C'était incroyable. Pour lui, j'étais la femme de sa vie. Puis pour moi, j'arrivais pas à me mettre dedans parce que c'était vraiment, vraiment pas ça. Je sentais, mais vraiment, vraiment pas ça. Enfin, je reculais des deux pieds. Et en même temps, je savais pas comment m'en sortir parce que pour moi, mettre fin à une relation, c'était quelque chose de très, très douloureux. Je me voyais pas faire ça, je ne savais pas comment faire ça. Puis quand c'est arrivé de sa part à lui, oui, ça a été un soulagement, une libération, mais oui, c'est venu rouvrir ces blessures-là de rejet, de trahison, parce que il m'avait trompée, parce que il m'avait menti, puis c'était vraiment un menteur compulsif pour tout, donc j'avais vraiment remarqué ça, puis je savais absolument pas comment gérer ça. Puis vis-à-vis de mes amis aussi, j'avais l'impression que si j'étais pas dans cette mouvance-là, à l'époque, j'étais vraiment en recherche de moi-même. J'avais du mal à trouver ma place en fait. J'avais pas ma place, j'avais pas leur validité. Je me sentais pas valide à leurs yeux. Et puis ça, c'est vraiment dangereux quand on en arrive là parce que finalement, on en vient à se renier soi-même. Puis moi, je m'étais vraiment renié moi-même pour rentrer dans le cadre d'autres personnes qui finalement ne me connaissaient absolument pas et qui n'avaient en aucun cas l'idée, l'objectif de faire respecter mes valeurs, qui j'étais, puis de faire en sorte que j'ai le droit au meilleur en fait. De faire en sorte que je sois pleinement moi-même. Mais c'est normal, on était tous dans le même cas. Puis que le conformisme, très souvent, c'est quelque chose de très puissant. Tant qu'on n'arrive pas à faire comme tout le monde, bien on se sent pas forcément confortable. Puis ça demande de la maturité, de la confiance en soi, de plein d'autres éléments pour pouvoir justement reprendre ce pouvoir-là sur soi pour se respecter, quoi qu'il advienne, ne plus se nier, puis ne pas donner son pouvoir à l'autre, aux autres. Puis ça, je l'ai vraiment appris là, en fait. C'était des expériences qui ont été vraiment, oui, douloureuses, bien sûr. Quand son cœur est déchiré, c'est vraiment douloureux sur le moment. Puis on est bien d'accord, ça a duré quand même plusieurs mois. Mais j'ai tellement appris avec ça.
qui fait que quand je suis arrivée à rencontrer mon mari, quelques mois plus tard, oui, j'étais encore dans la douleur de ces séparations, de ne pas m'être écoutée, de ne pas avoir vu que c'était pas les bonnes personnes pour moi. Puis quand j'ai rencontré mon conjoint, vraiment, j'ai pas été attirée par lui. Mais vraiment pas. Ni physiquement, ni quoi que ce soit, mais il était hyper timide en plus. Il disait à peine un bonjour, les lèvres fermées, bonjour. C'était c'était vraiment pas mon genre. Oui, enfin en tout cas d'apparence, c'était vraiment pas mon genre. Il avait les cheveux longs, il avait un bomber, enfin c'était pas du tout le type de personne que j'avais l'habitude d'avoir dans mon environnement. Mais on se retrouvait entre amis, puis c'était des moments qui étaient plutôt sympas. Mais en même temps, il y avait des comportements qui étaient ouais, moyen, genre un peu ours mal léché. Mais qui restaient de l'ordre, oui, je suis vulnérable, voilà, je me préserve en fait. C'était plus ça qui s'en dégageait. Puis petit à petit, en fait, c'est lui qui m'avait choisi parce que d'une part, il m'a choisi, oui, mais pas complètement en fait. Je me suis pas laissée choisir juste parce qu'il m'avait choisi. Quelque part au fond de moi, j'avais déjà analysé qu'il y avait quelque chose qui m'attirait chez lui, qui était différent de tout ce que j'avais pu vivre là, et qui étaient ces fameuses valeurs-là, profondes, qui moi, et j'en étais sûre à ce moment-là, devaient être le fondement de ma vie, devaient être le fondement de mes relations solides, devaient être le fondement de mon bonheur. Et j'avais ressenti ça chez lui, dans les échanges qu'on en avait eus, dans ses comportements quand même qui étaient cohérents, même s'il y avait un côté un peu brut de décoffrage, mais qui cachait une grande vulnérabilité, puis ça je l'avais vraiment senti. Il n'était pas du genre expansif, il n'était pas du genre m'as-tu vu, il n'était pas du genre démonstratif, contrairement à ce que j'avais vu jusque-là, puis il y avait d'autres personnes aussi qui venaient plutôt vers moi pour essayer également leur chance. Mais c'était lui vers lequel allait mon focus. C'était vraiment vers lui que ça résonnait, que ça vibrait. Je savais quelque part, on avait un bout de chemin à faire ensemble. Je savais pas lequel, je savais pas combien de temps, mais qu'on avait des choses à partager, puis qu'on avait déjà des choses en commun. Et que même si on avait des fragilités, des vulnérabilités dans nos histoires respectives, on aurait la force quelque part au fond de nous de passer par-dessus, d'aller au-delà, puis d'avancer main dans la main. D'où ça me venait ça? J'en avais aucune idée, mais vraiment aucune idée. Fondamentalement, je le savais au fond de moi. Je n'avais aucune idée de savoir si ce serait le père de mes enfants, si je voulais me marier avec lui, si rien de tout ça, vraiment rien. Je savais juste que on avait un bout de chemin à faire ensemble, des choses à partager, puis se tenir la main pour se découvrir, pour se donner des ressources. Se donner des ressources, communiquer nos ressources, peut-être qui étaient en complémentarité. Là aussi, j'en avais aucune idée, mais je le ressentais. Et grandir ensemble. C'était vraiment ça en fait que je ressentais quelque part. Puis ça correspondait vraiment à la vision que j'avais de ma vie et la vision du couple idéal que j'en avais. Et les deux conjointement, bien c'est comme ça qu'en fait notre relation a débuté. Et finalement, je peux plus dire que je ne sais pas comment notre relation a duré ces 22 dernières années en fait. Parce que oui, il y a eu des hauts et oui, il y a eu des bas, comme dans toute relation. Puis la vie est faite
de haut et de bas, puis on a tendance à l'oublier, ça, on veut généralement que ce soit linéaire, que ce soit tout rose tout le temps, puis on met nos lunettes d'éléphant rose comme ça, mais ça marche pas. Ça marche pas, puis au contraire, si on les garde, on peut se faire vraiment, vraiment très très mal, mais oui, on apprend, on est conditionné au fait que bah, si ça va, ça doit aller tout le temps. Et que si ça va pas, ben c'est que ça va pas, puis que ça ira jamais. Oui et non. Je suis pas d'accord avec ça parce que la vie déjà est remplie de challenges, elle est remplie de défis. Pour soi, chacun pour soi. Puis en général, ça vient se surajouter à nos chemins respectifs. Puis comme on est là avec un chemin qui se croise à un moment donné, qui se superpose, même s'il est en parallèle, bah ça vient comme amplifier forcément les défis qu'on vit, chacun de notre côté, parce que ça vient bousculer aussi la vision de notre couple, ça vient bousculer la sérénité, la vision qu'on peut avoir aussi de notre couple, nos habitudes, nos croyances. Puis en fait, ça vient nous faire grandir. Ça vient nous faire grandir quand on a les capacités et les valeurs communes, les ressources complémentaires aussi, communes et complémentaires, pour pouvoir juste se dire, allez, on se prend la main, puis ensemble, on va aller affronter les tempêtes, petites ou grandes. Parce qu'on ne peut pas couper à ça, en fait, aux tempêtes, petites ou grandes. À la fois pour soi, dans sa propre vie, que ce soit professionnel, que ce soit personnel, que ce soit la santé, que ce soit vraiment plein plein de choses, ou que ce soit au niveau du couple, parce que forcément ce que vit l'un impacte l'autre et impacte le couple. Et ça vraiment, ça demande à aller chercher au fond de soi les ressources nécessaires à injecter dans le couple pour que le couple soit solide et se renforce de ce qu'on peut vivre comme expérience difficile pour soi, puis pour le couple. Que ce soit au niveau des finances, puis souvent il y a des disputes et des défis qu'on vit au niveau finance. C'est généralement le plus gros problème dans un couple, mais pas que. Il y a aussi bien sûr tout ce qui est d'ordre sexuel, tout ce qui est d'ordre communication, tout ce qui est d'ordre partage, historique aussi personnel, etc. Mais ça vient vraiment mettre en lumière, mettre au jour, en plein jour, les forces et les faiblesses de chacun et du couple. Puis c'est à ce moment-là, en fait, où on peut s'assurer que l'autre est bien présent dans le couple, qu'il est bien investi, qu'on est bien sur la même longueur d'onde en termes de valeurs. Puis je reviens sur les valeurs, c'est vraiment fondamental. Et qu'il n'y avait pas juste au départ cette attirance chimique qui, oui, reste éphémère en fait, très souvent, pas tout le temps. Parfois, il y a quand même cette attirance physique-là. Et souvent, elle reste tout au long de la relation, même quand elle est profonde. Mais les premières émotions chimiques, celles qui m'ont fait embarquer dans la première relation où vraiment j'étais que chimie, j'étais que son odeur, sa façon d'être, ses mains, il y avait que ça. Puis je regardais rien d'autre en fait. Il y a vraiment des nuances en fait entre la surface, la superficie, l'apparence, puis ce qu'il y a en dessous, en profondeur, la matière. Est-ce que la matière est solide au-delà des apparences? Puis on ne fait pas toujours ce décortiquage-là en fait quand on rencontre quelqu'un. Ça demande de venir vraiment s'interroger soi-même, d'être honnête avec soi, puis d'être authentique avec soi, pour aller se poser les bonnes questions et observer soi et l'autre de manière intuitive et rationnelle. C'est un subtil mélange en fait qu'on vient combiner généralement
Parce que le côté rationnel, oui, c'est bien, mais ça peut aussi nous faire tromper. Puis le côté chimie peut nous faire tromper aussi. Alors que notre intuition, elle nous devance en général sur notre mental, elle nous devance sur tout le reste. Et quand on n'est pas connecté à toutes les parties de soi, justement, ben on a tendance à laisser ça de côté. C'est là où ça peut être dangereux. Il y a beaucoup de chez mes clientes où elles me parlent de ça, où vraiment on va travailler à ce niveau-là, parce que il y a vraiment tout un contexte et une multiplicité de facteurs qui font que elles vont multiplier les relations qui vont pas être les meilleures pour elles et qui vont vraiment venir les faire souffrir. Alors qu'elles ont vraiment l'idée profonde d'essayer à chaque fois de trouver mieux puis de s'écouter mieux. Oui, mais le conscient c'est 5%, puis l'inconscient c'est 95%. Puis de quoi est fait l'inconscient? Bien de programmes, de superposition de programmes qui se déroulent automatiquement, dont on n'a aucune idée, et qui viennent des conditionnements d'éducation, de la santé, de ce qu'on a pu vivre, de nos expériences, et pas seulement. Ça vient aussi de ce qu'on a dans l'ADN, de nos expériences transgénérationnelles, donc de ce qu'ont vécu nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, et notamment quand, puis parfois on ne le voit pas forcément, quand il y a des répétitions de schémas dans le système familial qui ne sont pas sains pour nous, comme par exemple des incestes, comme par exemple des tromperies, comme par exemple des relations qui sont perverses, et que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, mais que du coup on vient engrammer en soi, puis c'est notre référentiel, ça devient notre référentiel. Et même si fondamentalement on veut, on désire plus que tout aller dans la meilleure relation possible, à l'opposé de ce que parfois on connaît, puis parfois on ne connaît pas, parce qu'il y a aussi les secrets de famille qui viennent à rajouter l'eau au moulin dans les programmes inconscients, ce serait pas drôle sinon. Bien, on va aller choisir la personne qui correspond à notre référentiel. Celle qui fait que elle correspond à nos modèles en fait, même si on n'a pas l'impression à la base. Fondamentalement, ça correspond aux modèles familiaux qu'on connaît, qu'on a toujours connus, que ce soit de manière consciente ou inconsciente. Il y a vraiment comme un gros travail de nettoyage à faire quand on se rend compte qu'il y a des choses douloureuses que nos parents ont vécues, nos grands-parents, parfois nos arrière-grands-parents, on répare nos arrière-grands-parents, pour pouvoir justement assainir les relations homme-femme, les relations homme-homme, les relations femme-femme, pour que on puisse, en dénouant tous ces fils-là, se permettre de choisir en toute vraie conscience, avec un nouveau programme, la meilleure personne qui va nous convenir, qui va plus se faire de manière automatique, qui va se faire avec beaucoup plus de profondeur, d'assurance, de confiance, parce que on va avoir reconnecté en soi des parties qui vont nous permettre d'aller choisir de manière plus juste la meilleure personne pour soi, pour aller dans sa vision et pour correspondre à ses valeurs. Ça, c'est vraiment une partie qui est importante à garder en tête. Puis, l'autre partie, c'est en Human Design, on dit que les gènes
sont attirés par la diversité. Donc, l'attirance chimique, parfois qu'on va aller ressentir envers une personne, même si notre mental a l'impression que c'est pas ça, il y a quelque chose qui se passe vraiment au niveau biochimique, biologique, qui va nous pousser vers une personne dont les gènes sont très différents pour que le produit de notre amour, parce que oui, effectivement, on parle bien de reproduction, de diversité dans la reproduction de notre humanité, eh bien, soit la plus vaste possible, de manière à pouvoir faire un brassage qui soit le plus optimal pour la descendance de l'humanité. Et ça, c'est vraiment de l'ordre de l'inconscient, en fait. On n'a pas la main dessus. On n'a pas la main dessus. On est fait comme ça. C'est un peu comme si on était avec plein de phéromones, puis l'autre avec plein de phéromones, puis en fait, s'aperçoit que, hop, ça s'imbrique les uns dans les autres, puis que c'est parfait, ça va donner un nouveau petit humain qui va être juste parfait en termes de diversité génétique. Puis nous, on dit, mais non, comment c'est possible? Oui, mais on n'a pas la main dessus, on n'a pas le contrôle sur ça. C'est vraiment quelque chose à garder en tête aussi quand on peut être attiré par quelqu'un, puis on ne sait pas d'où ça vient. Ça peut être d'ordre charnel, vraiment, puis c'est très très fort, un peu comme pour ma première relation là. Très 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 fort, on ne sait pas pourquoi, rationnellement on n'a aucune idée du pourquoi, parce qu'on est vraiment très différents, mais quelque part en arrière-plan il y a cette idée de reproduction dans la diversité de l'humanité. Ça paraît un peu animal comme ça, mais c'est comme ça. Comme tout être vivant, l'objectif c'est de pouvoir nous reproduire pour pouvoir faire en sorte que la lignée perdure en fait. Et perdure avec le maximum d'optimisation. Puis à côté de ça, eh bien, on a notre mental qui, lui, a envie plus que tout de quelque chose qui soit simple et facile, léger. Et il va être plutôt, lui, pour l'attirance mutuelle sur des bases communes. Donc, plus on se ressemble et plus on s'assemble. C'est un peu ça, l'idée du mental, selon le Human Design, comment on va aller plutôt rechercher les personnes qui nous correspondent. Parce que finalement, la vie va être beaucoup plus simple avec quelqu'un qui nous correspond. Dans nos centres ouverts, normalement, c'est vraiment nos centres ouverts, la ressemblance dans nos centres ouverts, mais aussi dans nos centres définis. C'est-à-dire quelqu'un qui est émotionnellement défini va toujours se sentir mieux avec une personne qui aura aussi le centre émotionnel défini. Pour eux, les émotions ne seront jamais un problème parce qu'ils vivent leur vague émotionnelle. Même si elles ne sont pas en même temps, ils les vivent, puis ils voient l'autre les vivre et ils les vivent à l'intérieur. Donc, il y a quelque chose qui est de l'ordre de « je sais ce que tu vis parce que moi aussi je le vis, donc on est fait pour s'entendre, on est deux âmes sœurs ». Idem pour le centre splénique ou pour le centre de l'identité en fait. Quand on est en recherche d'identité pour un centre G qui n'est pas défini, donc l'identité, et donc on a cette capacité à changer l'identité en permanence, c'est beaucoup plus facile d'être avec quelqu'un qui a cette capacité aussi de changer l'identité en permanence en fonction de ses environnements, parce qu'on a ces capacités-là, que d'être avec quelqu'un qui a un centre G défini, donc qui a une identité définie, qui va voir son conjoint, qui est en perpétuel changement d'identité. Pour lui, c'est un non-sens, c'est juste pas possible. Et ça, c'est cause de conflit. Donc, il y a vraiment cette partie-là, en fait, qui va aller plutôt être attirée par ça. Mais, dans une pièce,
si on se retrouve avec quelqu'un avec qui on se ressemble fondamentalement et qui devrait nous attirer, on va pas l'avoir. C'est pas ça qui passe en premier. C'est d'abord et avant tout notre attirance biologique, biochimique, qui va attiser ces phéromones pour se dire ah ah, la diversité de la reproduction, là je la vois chez lui ou elle. Ok? Et c'est ça qu'on va voir en premier, de manière totalement inconsciente. On va vraiment aller rechercher, de manière contre-productive, quelqu'un qui est à l'opposé de nous, parce que au fond de nous, il y a quelque chose qui se dit il faut qu'il y ait un brassage génétique pour que la descendance soit optimale. Ça fait bizarre à entendre, mais c'est comme ça. Et effectivement, quand j'ai rencontré donc mon compagnon, j'étais pas du tout attirée par lui. J'avais vraiment on était très différents. Et pourtant on se ressemblait. On se ressemblait dans le fait que nos centres émotionnels sont tous les deux non définis, donc on est tous les deux calmes et paisibles quand on est dans des environnements sains, donc on n'amplifie pas les émotions des autres, puis on sait les gérer, puis après c'est tout un processus aussi de savoir comprendre, écouter ce qu'on peut ressentir, puis savoir ce qui est à soi ou pas à soi. Mais ça, à l'époque, on n'en savait rien. Et j'en savais rien surtout. Et pareil pour nos centres G non définis à tous les deux, donc on a cette capacité-là à changer l'identité en fonction de nos environnements. Puis ça nous pose aucun problème à tous les deux parce qu'on est vraiment similaires à ces niveaux-là. Seulement, mais du coup, comme il y avait cette similarité, très clairement, on ne s'est pas vu tout de suite. C'est pas du tout vers lui que... Enfin, je l'ai pas vu, vraiment. Puis lui, il m'a pas vu non plus tout de suite, il m'a vu après. Mais il n'y avait pas d'attirance comme j'ai pu ressentir pour la première personne que j'ai vraiment aimée, en tout cas que j'ai cru aimer chimiquement, biochimiquement, parce que effectivement, on était très différents génétiquement et que quelque part il y avait ce hey, hey, ça va être un super brassage génétique, allez allez on y va. Oui mais non. Oui mais non. Donc c'est vraiment important d'avoir conscience de ça quelque part dans les relations qu'on vit, qu'on a, qu'on veut avoir, pour pouvoir... Alors ça dépend ce qu'on recherche, hein. Tout est question de notre vision. On en revient là, en fait. Quelle est la vision qu'on a de notre couple? Quelle est la vision qu'on veut de notre avenir en couple? Mais pas seulement en couple, parce qu'on n'est pas en couple tout le temps. On est seul et en couple. C'est-à-dire que le couple, c'est la synergie de deux personnes avec un vécu, des expériences, un design, des gènes, une personnalité. Et cette synergie-là, elle est le moteur de ce que va devenir le couple, de ce que le couple a à régler, parce qu'il peut y avoir aussi des règlements karmiques, ou pas, ça dépend. Tout le monde n'a pas des choses à régler karmiquement, tant mieux. Mais qui on fait monter dans notre train? Qu'est-ce qu'on a à vivre avec cette personne-là? Quel bénéfice on a à en retirer? Sans forcément mettre le focus sur tout ce qui est difficile et tout ce qui nous tire vers le bas. Et oui, bien sûr que c'est difficile de vivre des déchirements, de vivre des situations de couple qui sont extrêmement difficiles et dures. Si on vit ça, on a quelque chose à en retirer comme expérience, comme bénéfice, qui vont nous permettre de nous
reposer dessus. Ça devient comme des ressources importantes pour mieux nous connaître et pour pouvoir aller sur la marche suivante vers ce qui nous correspond encore mieux. Peut-être qu'il y aura d'autres expériences difficiles desquelles on apprendra encore des choses. Et on ne choisit pas tout. On a vraiment, puis c'est très difficile à entendre, hein. On ne choisit pas tout parce qu'on n'est pas en capacité d'avoir le pouvoir sur tout. Le libre arbitre, on l'a, oui, dans une certaine mesure, des capacités que l'on connaît de nous. Il y a tout un tas de paramètres qu'on ne maîtrise pas et dont on n'a même aucunement conscience. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Bien, on avance. On avance parce que ce qui compte, c'est les objectifs qu'on se met en place, c'est les expériences que l'on vit, parce que tout est juste, parce que si on a à vivre ça à ce moment-là, parce que si on rencontre ces personnes-là à ce moment-là, c'est qu'elles ont quelque chose à nous apporter. Qu'est-ce qu'elles ont à nous apporter? Ça, avant de le vivre, on ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir. Mais qu'est-ce qui fait que, à un moment donné, vous aurez suffisamment appris, puis que vous serez en capacité, avec ce nettoyage fait et toutes ces expériences cumulées, d'avoir les ressources nécessaires et la vision nécessaire avec vos valeurs qui se sont éclaircies aussi pour aller trouver la meilleure relation qui vous tende, qui vous amène plus vers le bonheur. Est-ce que ce sera aujourd'hui? Est-ce que ce sera demain? Est-ce que ce sera dans 2 mois? Est-ce que ce sera dans 2 ans ou dans 10 ans? J'ai des clientes qui me disent mais je vais jamais y arriver, ça va me prendre 10 ans. Oui et non. Oui et non. On a mis en lumière des choses. Jusque-là, c'était des programmes inconscients qui se déroulaient automatiquement. À partir de là, le regard, la vision s'agrandit. La prise de conscience que ça amène, ça apporte tellement de lumière sur des zones d'obscurité qu'on n'imaginait même pas avant existantes en fait. Donc avec ça, qu'est-ce qu'on en fait? Bien, on choisit de se reconnecter à soi, on choisit de ressentir mieux ce qui se passe en nous, dans notre corps, dans notre intuition, la manière dont on fonctionne, selon son type, sa stratégie, son autorité. Chaque type a une manière d'être et de vivre qui lui est propre, d'attirer à elle les personnes aussi, avec le profil. Puis je ne vais pas tout détailler ici. Et puis en fonction aussi de ce qu'elle a à vivre dans... bien, peut-être qu'il y a des choses au niveau karmique ou transgénérationnel à vivre. Puis c'est là pour nettoyer, épurer. Et c'est pas là que pour faire du mal en fait. Je sais que c'est une notion qui n'est pas simple à aborder. Mais un pas après l'autre, expérience après expérience, conscientisation après conscientisation, eh bien, on arrive à quelque chose de beaucoup plus clair, de beaucoup plus léger aussi et simple, parce que on va aller directement à l'essentiel. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas se laisser embringuer dans notre biochimie interne qui essaye de biaiser tout ce qu'on peut faire, parce qu'elle a son propre programme interne qui est difficile d'aller modifier là. Mais on va pouvoir le voir, ce programme-là interne, de manière plus facile, puis se dire j'ai bien compris ce que tu voulais me faire faire. La reproduction, là, ça va être à ma manière. Ça va être fondamentalement sur ce que je veux être, faire et vivre dans ma vie et dans mon couple. Et bien sûr, tout ceci sans vouloir changer l'autre. Parce que ça aussi, c'est une problématique qui revient souvent et qui peut
emmener le couple et les personnes dans un chemin qui est douloureux. Parce que oui, au départ, il y a l'attirance, il y a quelque chose qui vient nous dire c'est la personne de ma vie, c'est l'homme, la femme de ma vie. Mais à côté de ça, au fur et à mesure qu'on se découvre, au fur et à mesure, selon les centres qu'on a aussi, si notre identité change, si on vit des vagues émotionnelles, si on vit des peurs, des pressions, si on a la volonté, la détermination, bon, il y a tout un tas de paramètres qu'on voit quand on étudie le design d'une personne, quand j'accompagne ces personnes-là en coaching ou en lecture. Ce sont des paramètres là qui sont présents, puis qui fonctionnent quand on en est conscience ou quand on n'en est pas conscience en fait. Plus on va mettre de la conscience sur ces parts d'ombre de nous, et plus on va se permettre d'être objectif pour aller dans la direction qui nous tente et qui nous va vraiment. Plus on va aller au plus juste pour nous, au meilleur de nous-mêmes. Pas seulement se laisser conduire sans avoir la conscience de ce qui se passe. Oui, il y a des moments, c'est nécessaire de lâcher le contrôle, et notamment quand on se reconnecte à son corps, à ses centres, qu'on aligne peu à peu tout ça. Et oui, le mental a sa place après un moment donné, mais il ne faut pas oublier nos programmations internes, qu'elles soient familiales, qu'elles soient de l'ordre de croyances personnelles, environnementales, qu'elles soient d'ordre karmique. Il y a des choses qui sont là, avec lesquelles on a juste l'expérience à vivre, puis à jouer avec ces expériences-là. Jouer avec ce qu'on découvre de nous, ce qu'on découvre de ce qui est possible, de ce qui s'est joué jusque-là, du pourquoi on en est là aujourd'hui et du comment on envisage notre avenir en étant le plus léger possible, c'est-à-dire qu'on se fixe des choses. J'ai envie d'être heureuse en couple avec, je sais pas, 4 enfants, un chien, un chat, dans une maison au bord de la mer, avec des baies vitrées, d'avoir plein d'amis. Ça, c'est une vision en fait à long terme. Est-ce que ça va se réaliser tel quel dans les conditions qu'on s'est imaginées? Ça dépend pas de nous. Mais avoir cette vision-là nous permet d'avancer avec un phare en fait en bout de ligne qui nous illumine le chemin. Est-ce qu'à un moment donné, on devra prendre un peu plus à droite ou un peu plus à gauche pour pouvoir aller rejoindre ce phare-là? On ne sait pas, puis c'est ok. Il y a besoin de changer de chemin, changeons de chemin. Il y a besoin de tourner à droite, tournons à droite. Il y a des portes, trouvons les clés. Il y a les bonnes clés, ouvrons la porte. Qu'est-ce qu'il y a derrière la porte? On gère ce qu'il y a derrière la porte. Si ça ne nous plaît pas, on referme la porte, on ouvre la porte d'à côté. C'est se laisser les possibilités d'expérimenter, d'essayer et de prendre les choses comme elles viennent. Oui, ça vient pas forcément facilement. Oui, ça peut prendre du temps, mais en même temps, non. On n'est pas obligé. C'est qu'est-ce qu'on croit, qu'est-ce qu'on a envie de croire, qu'est-ce qu'on a envie de mettre en place pour que ce qu'on imagine être le meilleur pour soi puisse se réaliser, se manifester là. Et pour ça, ça prend plusieurs choses. Comme je les ai énoncées depuis le début de finalement ce qui devient une masterclass presque, sur le couple, sur la vision, sur les croyances, sur les fondements, sur la synergie en human design. Puis faire des synergies de couple, ça peut être pourquoi pas quelque chose qui peut venir éclairer des comportements, des actions, des façons d'être chez l'autre. Le savoir, c'est le pouvoir en fait.
plus on sait, plus on comprend, plus on a de connaissances sur comment on fonctionne le mieux possible et comment fonctionne l'autre, et plus c'est facile de laisser la place à chacun d'être qui il doit être sans mettre la pression de tu dois correspondre à ce que je te dis d'être. C'est souvent ça en fait où est la plus grande problématique dans un couple, c'est on veut aller contrôler, on veut aller mettre notre pouvoir sur la manière qu'a l'autre de vivre, dans sa façon d'être, de penser, d'agir, de ressentir, alors que nous-mêmes, très souvent, on est incapable de savoir comment on ressent, comment on se questionne, comment on agit, qu'est-ce qu'on est, qui on est, comment on fonctionne, quel est notre fonctionnement optimal. C'est quoi notre connaissance de nous? Généralement, elle est assez faible. Même si on imagine avoir fait un énorme chemin de connaissance de soi, et moi j'ai fait un énorme chemin de connaissance de soi, enfin de moi, j'ai vraiment essayé plein de choses, j'ai testé plein de méthodes, j'ai vraiment fait un grand ouvrage, un grand processus de recréation de ma vie. Mais ce qui est vraiment venu apporter des éclairages que j'imaginais même pas qu'ils existaient, c'est en passant par l'human design. C'est vraiment la raison pour laquelle je m'en sers comme fil conducteur dans tous mes accompagnements maintenant, y compris dans les accompagnements de groupe que je mets en place. Ça vient vraiment apporter tellement d'éclairage sur des petites choses que finalement, ces petites choses, l'une après l'autre, elles viennent apporter des clés, elles viennent apporter des déverrouillages sur des choses qu'on n'aurait pas imaginées présentes en fait. Puis dans un couple, la complexité d'être avec une personne qui est unique, comme nous on est unique, bien c'est avant tout en fait de s'ouvrir au non-jugement, de s'ouvrir à la tolérance, de s'ouvrir à la bienveillance, de s'ouvrir au-delà de l'amour en fait. L'amour ne perdure que quand on s'ouvre à des espaces qui sont de cet ordre-là. Tolérance, bienveillance, bientraitance, honnêteté, authenticité, confiance, puis co-création en fait. Ok, t'es différent, ok, je suis différente. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Oui, ok, on a des similarités, ok, on a des complémentarités, on se ressemble à plein de niveaux. On a des différences aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Comment on peut se gérer ensemble? Parce qu'on peut vivre des choses très différentes dans la vie qui font qu'on ne va pas avancer ensemble à un moment donné. Il y en a un qui va avancer à un autre niveau, seul pendant un temps, parce que peut-être que nous, à un moment donné, on ne sera pas en capacité. Ou ce sera l'inverse. À un moment donné dans ma vie, en fait, je me suis retrouvée moi toute seule. Alors oui, on a eu un blizzard par exemple, enfin je prends une métaphore, mais on a vécu un blizzard ensemble, mais le blizzard me concernait moi plus. Et finalement, moi, je me suis retrouvée à terre, ensevelie sous la neige, et j'avais pas la force de me relever. J'étais incapable de me relever. J'avais plus cet élan vital de me relever là. En fait, à l'intérieur de moi, j'étais en reconstruction, en réidentification, en renaissance. J'étais vraiment dans un processus. J'en avais aucune idée. Mais ce qui m'a permis de tenir, c'est parce qu'en fait, mon conjoint à côté, lui, continuait son chemin, un peu ralenti dans son processus par moi, du coup. Mais pas tant que ça. C'est-à-dire qu'on a continué d'avancer ensemble. Puis moi, ce qui me tenait, c'était sa main qui était là, qui cherchait pas à me sauver, qui cherchait pas à faire à ma place, qui cherchait pas à me juger, qui cherchait pas à me sortir de là en me secouant, en me disant arrête, faut sortir de là. Il était juste là, puis il me donnait la main, puis moi ça me raccrochait à la vie, ça me raccrochait à notre couple, ça me raccrochait à moi qui j'étais. Puis il m'a laissé le temps de me reconstruire, de renaître, de me recréer. Puis ça c'est un cadeau tellement précieux.
tellement précieux. Même dans les moments les plus sombres, en fait, sentir cette main-là qui me raccordait à la vie, à notre couple, à notre histoire, à tout ce qu'on avait encore à vivre, bah, c'était mon oxygène, en fait. Juste d'avoir cette main-là, qui faisait rien d'autre que me tenir la main. C'était la plus grande preuve d'amour que je pouvais recevoir. Puis merci à lui pour tout ça, en fait. Merci à lui pour tout ça. Est-ce que tout le monde est capable de ça? Oui, je pense, en fait. C'est vraiment quand on prend conscience qu'on est différent, qu'on vit des choses différentes, on est à côté, l'un à côté de l'autre. Oui, parfois nos chemins se croisent et se rassemblent, mais on est l'un à côté de l'autre. Puis quand on a cet objectif, ce phare en face de nous, alors on avance, puis parfois on peut être ralenti, parfois on peut être accéléré quand on a le vent dans le dos, c'est merveilleux. Parfois c'est en décalage, l'un en décalage par rapport à l'autre. Puis quand je me suis sentie prête de sortir de cet amas de neige au-dessus de moi, alors je me suis sentie prête, sa main était là, ferme et solide, puis il m'a aidé à me relever, puis on a continué d'avancer ensemble. Puis lui aussi, il a vécu un blizzard, plusieurs blizzards même, puis lui, ça n'a pas été sa manière de fonctionner comme moi. J'ai dû m'adapter à sa manière de fonctionner à lui. Lui, il s'est pas mis sous la neige comme moi, j'ai pu me mettre sous la neige dans le blizzard. Lui, il était perdu, puis c'était vraiment la panique, puis il était dans des hallucinations comme quand on est dans le désert et qu'il y a vraiment ce banc de sable qui arrive, et là, puis on voit un oasis au fond, puis c'est pas un oasis, puis on a soif, puis on est vraiment on est perdu, puis on a l'impression d'être tout seul, puis on voit plein de monde, on est tout seul, on a plein de monde. C'était plus ça, en fait, dans l'idée, lui. Tu sais, moi, j'ai dû juste lui tenir les bras, puis le rassurer en lui disant que j'étais là, puis qu'il prenne son temps, qu'il sente le sol sous ses pieds, que on avançait à notre rythme, que là, à droite, il avait une porte, là, à gauche, il avait une porte, derrière lui aussi, puis s'il n'avait pas les clés, alors j'ai aidé à trouver, mais j'étais là, je l'étais là. Je lui ai pas tenu la main de la même façon parce qu'il c'était pas son besoin à ce moment-là. Enfin, on avait vraiment deux manières différentes de fonctionner, de vivre notre propre blizzard. Puis ça, en fait, je pense que c'est vraiment une des clés aussi, c'est s'adapter à l'autre, s'adapter à de quoi l'autre a besoin. C'est quoi les ressources que lui a en lui? C'est quoi les ressources que nous, on a en nous? Puis comment on peut apporter nos ressources à l'autre s'il le veut bien, si il est en demande, puis si il a envie de recevoir notre ressource, en lui laissant le choix de le prendre ou de ne pas le prendre. Parce que c'est sa décision, c'est son pouvoir. On ne peut pas choisir à la place de l'autre. Ça peut prendre beaucoup de temps. Et moi, il a été hyper patient avec moi, en fait, quand j'étais sous mon tas de neige dans le blizzard et qu'il avançait en me tirant un peu... C'était comme un paquet sous la neige, alors que moi je voulais pas sortir de la neige, je pouvais pas, j'étais pas en capacité, il a été hyper patient avec ça. Je suis restée patiente aussi avec lui, le temps que lui retrouve son sens de l'orientation dans sa tempête de sable. C'était pas pareil, lui tempête de sable, moi tempête de neige. Mais c'était différent, mais il fallait qu'on arrive à s'observer, à se faire suffisamment confiance, à être suffisamment en connaissance, intuitivement l'un de l'autre, parce que à l'époque, on n'avait aucune idée, puis lui encore moins, il fait pas les mêmes choses que moi, mais se faire confiance juste intuitivement sur je suis là pour l'autre, on est là ensemble, puis on va ensemble arriver à ce phare qu'on a en vue, qu'on s'est mis devant tous les deux. C'était notre vision à la fois séparée, mais à la fois de couple. Puis je pense que c'est ça qui fait que ça fonctionne en fait dans ces 22 ans de vie ensemble, puis d'amour. Oui, il y aura certainement encore d'autres blizzards et d'autres tempêtes de sable. La vie, elle est faite de ça, de changements, de haut et de bas. C'est notre capacité à prendre de la hauteur, à avoir de l'observation sur ce qu'on vit, sur ses hauts et ses bas, qui fait que on a une vue d'ensemble qui est beaucoup plus éclairée.
quoi nos expériences, qu'est-ce qu'on veut en faire, qu'est-ce qu'on a en retiré, comment on peut mieux vivre les prochaines montagnes russes qui vont certainement arriver. Parce que c'est juste la vie en fait. Mais comment on peut les vivre de manière plus légère, pourquoi pas plus joyeuse, plus sereine, en tout cas plus apaisée, avec tout ce qu'on avait pu vivre jusque-là, avec tous les outils qu'on a pu acquérir, toutes les ressources qui sont là, toujours en gardant nos valeurs, toujours en gardant notre phare en ligne de mire. Puis c'est ça qui fait le ciment au final. C'est ça qui permet de rester côte à côte, puis d'avancer, quoi qu'il arrive. Donc voilà ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, que vous y avez trouvé l'inspiration. Puis n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Alors, à une prochaine!